C'était l'année qui redistribue les cartes de la boxe. L'année de tous les changements, Captain. Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet. Oh, pour une nouvelle vidéo, et pas n'importe laquelle, pour une nouvelle année de la boxe. Eh ouais, ça faisait presque un an, jour pour jour, que je ne vous avais pas fait une année de la boxe après 1994, la première, 1995, 1990. Eh ben, cette année, on va fêter encore une fois les 25 ans, c'est un bel âge, c'est un très bel âge, les 25 ans d'une année exceptionnelle de boxe, comme vous le disait The Voice, Christian Delcourt, dans le teaser et en début de vidéo. Une année qui a changé la donne, qui a redistribué les cartes, et c'est bien vrai. Pourquoi? Je vous avais laissé avec l'année 1995 où, finalement, les lignes directrices étaient très 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 claires. Riddick Bowe qui se remet extrêmement bien de sa première défaite survenue fin 93 avec une année 95 qui avait beaucoup de prestance et de gueule. Le retour de Mike Tyson où il devient aussi très clair qu'on veut faire revivre au public à travers de Mike Tyson son épopée qu'il a fait dans les années 82, reconstituer le titre mondial, voilà, récupérer ceinture après ceinture. Il est clair que Don King et le boxing business veut nous refaire vivre cela avec Mike Tyson qui est de retour. Bref, et aussi non pas des prospects, mais des grands talents qui sont en train d'émerger très fort depuis 94 et 95, notamment dans certaines catégories qui sont déjà exceptionnelles. Je pense notamment à Walter. Bref, quand je vous laisse avec cette vidéo 1995, les lignes sont claires. L'avenir paraît tout tracé. Et puis 1996 arrive. Et comme le disait Christian, ça ne va pas du tout se passer comme on le pensait. Pas du tout. Les cartes sont effectivement redistribuées et de grands changements. Franchement, c'est un peu la tectonique des plaques qui se passe en 1996 et c'est extrêmement intéressant. Ce qui fait de 96 une excellentissime année de boxe. Alors je pense que on est tous d'accord, on va revivre cette année qui nous a fait tellement kiffer, on va se replonger dans des beaux souvenirs et ça recommence tout de suite. Et ça recommence en France directement avec le retour de Fabrice Tiozzo, le brother, Little Brother qui est devenu grand champion du monde. Mais l'une des plus grandes victoires françaises et de l'histoire de la boxe et dans une grande soirée en terre française. Ça se passe le 16 juin en 1995 et donc il est de retour. Bon écoute Lucas, la plaisanterie a assez duré maintenant. Contre un adversaire qu'on ne connaît pas à l'époque. Bon ben écoute Tiozzo, tu as raison. Moi je suis ici pour emporter un combat. Pour cela, il va falloir que tu sois très fort. Le problème, c'est qu'en face de toi, t'auras un vrai Milo. Je sais qui tu es et je t'ai étudié. Mais toi, tu sais pas qui je suis réellement. Et tu vas être surpris. Entre Mike McCallum, qui est quand même un nom reconnu, et Eric Lucas, il y a quand même un écart. Et c'est un combat finalement qui sera bien plus important dans l'histoire de la boxe chez les mi-lourds qu'on ne le croit. Parce que c'est un combat avec une histoire folle en arrière-plan. Voilà. Pourquoi? Je vous en avais déjà parlé dans cette libre antenne. Là, il y a déjà longtemps. Dans cette libre antenne, je mettrai le timer et je mettrai en description tous les liens dont je vais vous parler aujourd'hui. Dans cette libre antenne, je vous avais lu un article fait par le site 12round.ca. Cet article, il est là, qui revient en détail sur les aléas et les coulisses de ce combat. C'est proprement hallucinant.
C'est une de mes lectures, cette dernière décennie, c'est une de mes lectures les plus hallucinantes que j'ai fait. C'est Yvon Michel qui parle. Ce fut une aventure rocambolesque. Rocambolesque, les amis, c'est le mot. Et tout l'image d'Épinal qu'on a souvent sur la boxe en France, où on est toujours les petits, tu sais, face aux Goliaths, on est toujours les petits chevaliers blancs qui se défendons avec de Francisou face aux géants truqueurs. Là, cette image-là, elle est bien écornée. Hein. Je peux pas trop en dire là, mais je vous avais tout dit dans cette émission, allez la revoir. Hein, on va parler de valises, de l'argent, on va parler de balance, truqué, enfin bref. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, Fabricioso, dès l'obtention de son titre, finalement, il est dans le dur pour rester chez les mi-lourds. C'est un mec qui gonflait à chaque fois, on le sait, qui avait des problèmes de poids, et les mi-lourds, c'était un défi parfois de l'impossible pour lui, pour faire la limite. Donc, c'est dur, il doit quand même se relancer. On choisit évidemment, comme c'est souvent le cas, dans ces moments-là, on choisit un adversaire valable, mais quand même pas trop compliqué, et donc le dévolu tombe sur Eric Lucas, mec du Québec, qui est un gars qui peut à la fois boxer chez les super moyens comme chez les mi-lourds, voilà, très très pro, et qui normalement n'a pas le pédigré pour tenir la dragée haute à Fabricioso. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que ce même Eric Lucas, quelques mois auparavant, je crois que c'est à Philadelphie, avait une victoire vraiment convaincante, où le mec avait un peu ouvert ses chakras, si je puis dire, avait réalisé qu'il avait un meilleur potentiel qu'il ne le croyait, et que maintenant, il fallait y croire. Et c'est ce que le gars fait. Moi, j'ai la motivation de celui qui a rien à perdre puis tout à gagner. Et donc, il prend ce combat, malgré toutes les péripéties. Et ce combat, en fait, finalement, ça va tourner à un combat, je ne dirais pas compliqué pour Fabricioso, mais beaucoup plus chiant, beaucoup plus pénible et laborieux pour Fabrice que ce qu'il aurait dû être. Et de son côté, Eric Lucas fait son combat. Le mec fait son combat. Et c'est magnifique à voir, plus les rounds avancent, plus le gars qui a peut-être pas le même coup d'œil, a peut-être pas la même vista, mais il prend de la confiance. Il est là, il occupe le terrain, il prend de la confiance, il est actif. Ce qui rend le combat beaucoup plus serré que les juges donneront, enfin serré. Fabrice domine, il n'y a pas à dire. Mais Eric Lucas sort son combat. C'est indéniable. Et ça va contribuer à ce que Eric Lucas ait d'autant plus de confiance en lui. Bref, c'est une première défense de titre pour Fabricioso. Et on attend quand même beaucoup plus de lui. Mais l'année boxe commence en France, précisément à Saint-Étienne. Eh ouais, allez les Verts. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et c'est à noter. Le marché français, et ça sera un de nos sujets, le marché français en 96 est un marché qui a de la prestance aux yeux du monde. D'accord? Allez, on continue. Voilà, un combat où on se dit, ok, Franck Bruno, qu'est-ce qu'il va poser? Là, on est sur une différence de niveau, finalement, que nenni, parce que le combat va être un combat où Tyson va franchement faire mal très vite à Franck Bruno, un Franck Bruno qui a beau être un Apollon, qui n'y est absolument pas ce soir-là, avec des belles séquences de Tyson qui fait mal. Ça dure encore 3 rounds. Et ben on a une grosse victoire. Là, on a une grosse victoire de Tyson avec ce moment iconique où il tombe à genoux, tellement content d'avoir gagné, avec le Bruno qui est, comme je vous le montre, dans les cordes, qui est frappé, qui n'en peut plus. Christian,
On l'a, la fameuse belle histoire. Il est champion de nouveau. Oui, alors pour la belle histoire, et je vous parle aussi pour des anecdotes, ces fameuses anecdotes, si on est là, c'est aussi pour vous faire vivre, vous, les pirates, un petit peu les dessous de ces combats, de ces championnats. Je me rappellerai toujours, juste avant les combats, on essaye d'avoir des interviews, on a des interviews, on va à l'entraînement, au dernier entraînement de boxeur, et là, je vais au dernier entraînement de Franck Bruno. Et arrive donc petite interview, etc. Et on est 5-6 journalistes à poser des questions à notre ami Franck Bruno. Et je lui dis, donc Franck, pour Canal+, il dit, Canal+, non. Vous vous souvenez des Gants d'Or? Et en fait, on a une histoire avec Franck Bruno qu'on a invité au Gants d'Or en 1995, qui doit être là avec Marvin Hagler, avec Oscar De La Hoya. Et en fait, on n'a jamais vu Franck Bruno. Franck Bruno devait être sur la scène du Palais des Congrès à nos côtés, etc. Et on n'a pas vu Franck Bruno et on n'a pas compris. Et en fait, Franck Bruno nous a fait comprendre après que, en fait, on avait payé tous les déplacements, etc. Et on avait fait venir donc Franck Bruno en avion et les billets ont été déposés à un mauvais comptoir. Et Franck Bruno n'était pas au bon aéroport. Et Franck Bruno a raté l'avion pour venir au Gants d'Or. Et quand il me voit arriver avec le micro de Canal+, et là, il me la met, mais paf, pleine face. Et là, je dis, bon, allez, on va éviter pour les questions. Mais je me revois là tout en me disant, mais où est-ce que je peux me planquer? Et là, il était, voilà, c'était juste une petite anecdote. Mais bon, des anecdotes comme celle-là, on pourrait s'en passer, mais voilà, on vit avec et finalement, il n'y avait pas eu de rancune, et notamment après le combat, on l'avait revu le lendemain, et voilà, bon, c'était un boxeur qui était marqué. Revenons au combat, et c'est vrai que la fin de ce combat, on se souvient de ces 13 coups qui finissent en fait Franck Bruno avec l'arcade gauche éclatée et un Tyson. Voilà, c'est le Tyson qu'on a aimé, c'est le Tyson qu'on retrouve. Et rien que sur cette séquence-là, on se dit qu'on va repartir pour un petit bout de temps avec lui. Il est champion du monde, il est de nouveau champion du monde. Et pour la boxe, eh bien, c'est un phénomène. Je sais qu'à Canal+, on a fait des audiences mais fabuleuses la nuit à partir de ce moment-là avec Tyson. À chaque fois, on dépassait le million, les 2 millions de téléspectateurs. C'était tout simplement de la folie, quoi. La nuit. Et à ce moment-là, vous avez quoi, Ouais, 4, oui, 5 bien millions sûr. d'abonnés? Et c'était juste pour terminer, Antoine qui est écrivain, on m'a demandé, pour moi, Le Parisien n'allait pas là-bas, n'envoyait pas de journalistes, mais une fois que j'avais terminé le combat, à chaque fois, je faisais, j'écrivais des papiers pour Le Parisien, et je me rappelle, d'ailleurs, ça avait été le cas aussi pour Peter McNeely, bon, pour Tyson, Holyfield, etc. Ça faisait à l'époque toujours la une du Parisien. Quand vous dites qu'aujourd'hui, un boxeur fasse une du Parisien ou de Libé, ou etc., c'était quand même une autre époque. Ah, c'est clair. Toi, Antoine, ton interprétation de ce combat? Mais en fait, ce qui est très surprenant rétrospectivement, c'est que c'est donc le deuxième combat entre Frank Bruno et Mike Tyson. Et Bruno, en conférence de presse, est vachement confiant. Ouais. Bon, il est enfin champion. Il a Bon écrit acteur. plusieurs fois pour prendre une ceinture. Il est enfin champion. Et il exude un truc particulier. Bon, voilà, il est très anglais, il a du style, il a de la classe, etc., etc. Et il dit, bon, voilà, moi, Tyson m'aime pas mal, quoi. Et en fait, la vérité, c'est que c'est un lapin dans la lumière des phares. C'est-à-dire que dès le début du combat, alors, pendant le ring walk, il fait 13 fois le signe de croix. Il y a un gars qui a compté. Il est, dès le premier round, il est complètement pétrifié. Alors, bon, lapin dans la lumière des phares. Gros lapin, hein, parce que tu l'as rappelé, Captain. Frank Bruno, c'est quand même un mastodonte. Bon, mais il est inexistant. Il essaie vaguement de jabber, mais il envoie son jab tout en reculant. Enfin, ça va pas du tout. Enfin, vraiment, c'est bon. Et Tyson lui fonce dessus sans trop faire attention à faire du Tyson, c'est-à-dire sans trop faire des skips ou de machins comme ça. Non. Il va sur lui un peu à la bagarreur, comme contre Roddock. Bon, voilà, il s'en fout un peu. Et il lui met une rouste.
Bruno s'accroche à lui, comme vous voyez les paresseux, les animaux, là. Il s'accroche à lui comme un paresseux en mal d'amour, quoi. Enfin bon, il aura réussi à prendre un point de pénalité, je crois, au deuxième round par Mills Lane, qui en a marre, parce que vraiment le mec s'accroche tout le temps. Et Tyson finit par trouver la faille parce que enfin, après 50 tentatives, en gros, Bruno n'arrive pas à s'accrocher. Il prend 2 crochets gauche consécutifs au troisième round. Il n'arrive pas à s'accrocher. Bon, il se dérègle. Et là, Tyson peut enchaîner. Il le massacre. Il se retrouve assis sur les cordes. Et Dieu merci, Milston arrête le massacre. Mais vraiment, c'est un coup d'intox assez génial. C'est-à-dire le Bruno, très confiant en conférence de presse, est complètement pétrifié sur le ring. Il dira ensuite, il a combattu Lennox Lewis. Il a été mis KO par Lennox Lewis après un combat plus disputé. Et il dira après, je préfère me battre 100 fois contre Lennox Lewis qu'une seule fois contre Mike Tyson. Voilà. Ouais, ça dit tout, mais c'est vrai que c'est une bonne performance de Tyson, mais aussi un peu en trompe-l'œil. Parce que à cause de Bruno, Tyson n'est pas obligé d'utiliser grandement ses jambes. Il gagne, en plus, Bruno lui fait gagner le duel des jabs. À un moment, il y a un truc assez connu où des 1-2 l'un l'autre, et c'est Tyson qui touche alors qu'il a une allonge plus petite, et puis après il y a forcément le recul qu'il lui fait mettre au troisième round qui est impressionnant. Et donc voilà, il a la ceinture WBC, tout est les planètes sont alignées, et regardez bien cette affiche, The Championship Part 1, parce que avec Tyson, l'idée qu'on a, c'est qu'il va faire comme dans les années 80, il va nettoyer la catégorie, et que là c'est simplement le début, on est là-dessus. On est là-dessus. Et donc, tout se passe bien, mais en fait, les dérèglements commencent. Les dérèglements commencent avec, tu viens d'en parler Antoine, avec Lennox Lewis. Parce que Lennox Lewis, on est en 96, et il va intenter un procès qu'il va gagner contre le clan Tyson, parce qu'il était le mandatory de Tyson pour la ceinture WBC à ce moment-là. Et Tyson, il ne veut pas l'affronter. Donc qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, cette ceinture qu'ils viennent d'avoir, eh ben, ils l'abandonnent directement. Et on ouvre le mois d'avril 96 avec une autre figure de la boxe française à cette époque, une figure vraiment connue de tous, puisque il avait été une des figures de la boxe sur TF1. À l'époque, c'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste Mendy, évidemment. Jean-Baptiste, et on lui rend hommage malheureusement. Il a disparu, il nous a quittés il y a quelques mois de cela. Mais en 96, enfin, Jean-Baptiste Mendy passe ce palier mondial. Lui, qui était sur le plan européen dominateur, je crois même qu'à l'époque, il faudra vérifier, mais il a un record de défense de titre du titre européen, qui n'était pas n'importe quoi à l'époque, chez les légers. Et, comme vous le savez, dans l'année 94, comme je vous en avais parlé, il y a un combat dantesque, mais malheureusement, pas eu assez le temps de se préparer, pour la ceinture de WBC contre Miguel Angel Gonzalez. Vous connaissez l'issue de ce combat, malgré une guerre de quelques rounds, Jean-Baptiste ne sera arrêté, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, le destin de Gonzalez et Mendy va être un peu lié pendant quelques mois, quelques années, voire. Parce qu'on est en 96 et Jean-Baptiste a la chance de reconcourir à l'obtention du titre WBC des légers, parce que le titre est devenu vacant. Pourquoi il est devenu vacant? Parce que Miguel Angel Gonzalez fait une dernière défense de ce titre des légers qu'il ne pouvait plus faire. En termes de poids, c'était assez terrible, le mec. C'était lui aussi de l'ordre de l'impossible de continuer à faire la limite de poids. Et donc, le 19 août 95, l'année précédente, au retour de Mike, qu'est-ce qui se passe? Soirée de folie, c'est le Super Bowl de la boxe avec des championnats du monde à n'en plus compter pendant toute la soirée, dont cette défense de titre de Gonzalez contre un boxeur hargneux, teigneux, plus petit, un vrai léger, Lamar Murphy, bagarreur. Et ce qui se passe, c'est que Gonzalez est pris
notamment avec ses problèmes de poids, est pris dans un combat beaucoup plus compliqué qu'il ne le pensait lui aussi. Ça va être dur, ça va être compliqué, et la Murphy prend sa chance à fond, mais tellement à fond que il pense, et raisonnablement, je trouve, qu'il a gagné le combat. Et on oublie un petit peu, c'est qu'il commence à avoir, à l'issue de ce combat, et donc Gonzalez déclaré vainqueur, Lamar Murphy et son corner, son homme de coin, pète un plomb et commence une petite échauffourée. Je te dirais pas une émeute, hein, on en parlera des émeutes, mais une échauffourée qui va un petit peu choquer tout le monde. Donc ce Lamar Murphy craque complètement. Voilà. Vis-à-vis d'un vol qu'il ne supporte pas. Et de toute façon, Gonzalez ne reviendra plus jamais en léger. C'était la dernière fois lui qui était resté en léger. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, qu'il n'est jamais monté en super léger. Mais à l'époque, il y avait Chavez en super léger. Allez comprendre. Mais Gonzalez reviendra en janvier 97, donc quelques mois donc, contre un certain Oscar de la Hoya chez les super légers. Ok. Donc Jean-Baptiste Mendy peut enfin avoir cette ceinture mondiale qu'il attend depuis des années contre Lamar Murphy. Ça se passe à Levallois, ça se passe donc encore une fois en France. Ce début d'année est très Frenchy, et Jean-Bart va, encore une fois, Lamar Murphy ne pouvait proposer que des combats compliqués et durs. Et donc, on a un combat en 12 rounds, extrêmement compliqué. Murphy prend, je ne dirais pas l'ascendant, mais prend le ring generalship. Et ça, à l'époque, on ne voulait pas le voir. Donc le centre du ring notamment. Jean-Bart est obligé de beaucoup bouger. Voilà, ça boxe par séquence. Les enchaînements envoyés sont brutaux. Les réponses de Lamar Murphy, qui lui est beaucoup plus parcimonieux, mais quelque part aussi beaucoup plus précis et, comment je vous dirais, précis et il fait pas les choses pour rien. Quand il lance des coups, ça arrive généralement à bon port et c'est assez pertinent. Donc combat ultra compliqué entre Mendy et Murphy, selon quels sont tes critères de jugement. Tu peux voir le combat aller d'un côté comme de l'autre. Quoi qu'il en soit, c'est un combat, un vrai combat avec un grand C, comme je vous le disais, brutal, où les mecs donnent tout, où les mecs reçoivent aussi beaucoup. Et dans ce combat serré, Jean-Bart va enfin avoir la décision pour lui. Et ça, c'est exceptionnel. Enfin, lui qui le désirait tant, la ceinture verte autour de la taille est enfin pour lui. Et c'est une grande victoire. Quand même, pourquoi ? Parce que Murphy s'était révélé l'année précédente, comme je vous le disais, et était vraiment le point de jugement de la catégorie. Donc, ça avait beau être un titre vacant, c'était à l'avance pas simple de s'engager dans ce combat quand tu avais Lamar Murphy en face de toi. L'exploit sportif est là, Jean-Bart est enfin champion. Et donc, on a, je te dirais, sur le plan français, sur le plan de la boxe française, on a une France de la boxe qui devient décomplexée. Parce qu'il y a un vrai sentiment, un vrai complexe français qui s'était instauré, notamment parce que Jean-Bart n'avait pas pu breaker par le passé. Il y avait comme une sorte de plafond de verre qu'on n'arrivait pas à casser. Depuis un an maintenant, depuis 95, ça se casse, et ça se casse pas seulement à travers un homme, Fabrice Tiozzo, ou une catégorie chez les minours, ça se casse aussi avec Jean-Bart chez les légers, et on espère l'effet boule de neige,
un effet boule de neige, évidemment, vous le savez, vous connaissez l'histoire, un effet des boules de neige qui va se passer pour créer certainement l'une ou la plus belle page de l'histoire de la boxe en France. Victoire de Jean-Baptiste Mendy à ne jamais oublier. Lennox Lewis contre Ray Mercer en 96, pop, 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 pop. Et il y a débat en plus. Alors là, je vais laisser Antoine nous présenter. C'est du caviar, c'est du caviar parce que déjà c'est un très bon combat de poids lourd, il se passe des choses, ça dure 10 rounds et il se passe des choses à chaque reprise. Tout à fait. Et c'est un exemple parfait de la difficulté de ce qu'il y a à scorer un combat de boxe, même de bonne foi. C'est-à-dire que c'est deux styles qui sont différents. Lewis est plus actif, il se déplace, il tourne, il donne du jab. Mercer choisit ses combats, c'est-à-dire qu'il est à des périodes d'inactivité, et puis tout d'un coup, quand il sent la faille arriver, il avance plutôt à base de gauche-droite. Il arrive à acculer Lewis de haut corps d'une paire de fois. Au fond, scorer ce combat, c'est choisir ce qu'on va préférer dans les critères de notation. Mais moi, l'anecdote que j'ai, elle est très simple. Il n'y a pas très longtemps, j'ai rescoré le combat, je l'ai revu et j'ai comparé ça avec d'autres gens sur Internet. Moi, je le donne 6-4 à Lewis. Il y a des gens qui peuvent le donner 6-4 à Mercer ou 5-5. Et je m'aperçois justement que, alors, on en discute avec deux gars. Il y en a un qui a donné le combat match nul et puis un autre qui a donné le combat 6-4 Lewis. Et en fait, je me dis, c'est très bien, ok, on est d'accord avec le gars qui a mis 6-4. Sauf que j'ai plus de rounds en commun sur ma carte avec celui qui a donné match nul qu'avec celui qui a donné, comme moi, le combat 6-4 Lewis. Parce que chaque round, en fait, peut être débattu scientifiquement, décortiqué et attribué à un mec ou à un autre. Regardez ce combat, il est excellent. Et surtout, il rend un peu humble pour tous ceux qui ont tendance à dire, voilà, moi j'ai scoré le combat comme ça, donc c'est comme ça que ça s'est passé, et puis allez vous le faire voir. Ce combat-là, objectivement, on donne à Mercer, c'est la même chose. Il est tombé du bon côté. Mais c'est... alors qu'on perd Antoine. C'est très important en boxe. Mais Antoine, effectivement, et puis... je suis de retour. Oui, t'es de retour. Et puis, n'oubliez pas que c'est dans une soirée Don King. Et Lennox Lewis est pas protégé du tout par Don King. Et donc, il va quand même chercher donc, la victoire, mais qui est débattable, et qui le remet comme challenger officiel de WBC 96. Vous captez, les mecs? Oui, et puis c'est... Ray Mercer, c'est aussi un ancien champion olympique. Ouais. Et à la fin du combat, ou même quelques années plus tard, Lennox Lewis, il le dira que Mercer, ça a été son combat le plus dur. Ouais. Vraiment le plus dur. On y viendra parce que on arrivera bientôt à Evander Holyfield. Si pour lui, dire que l'adversaire le plus dur, ça a été Evander Holyfield, Mercer, ça a été le combat le plus dur. Et comme l'a très bien dit Antoine, c'est vrai que c'est un combat, c'est vrai peut-être difficile à juger, mais on a l'impression aussi que ce jour-là, Lewis perd sa boxe, perd la boxe en fait qui doit en faire vraiment le champion incontesté de cette décennie. Et à chaque fois qu'on a un rendez-vous avec Lennox Lewis, qui est un super boxeur, mais on a l'impression que il nous donne pas assez, il nous donne pas ce que l'on attend de lui. Et à chaque fois, avec Jean-Claude, on avait cette impression. Et Jean-Claude, quand il retirait le casque, il disait il faut qu'il donne plus. Hein. Il faut qu'il donne plus. Il a les qualités. Mais on l'a vu notamment face à Frank Bruno. On l'a vu face à Phil Jackson. Tous ces combats-là, on était au bord du ring. Et à chaque fois, on se disait mais il faut accélérer. On sait qu'il a tellement de potentiel. Et comme on dit techniquement, il l'a très bien décrit, Antoine. C'est vrai qu'il a des qualités. Il a une droite. C'est le boxeur qui doit tout détruire dans cette catégorie. Mais il nous laisse toujours sur la fin. Alors, on se pose la question, est-ce que ça va vraiment être le grand champion de cette décennie? C'est la question. Et comme donc on vous le disait avec Antoine de 130livres.com, avec la voix de la boxe Christian Delcourt, cette soirée a été ultra importante pour ce qui était de Lennox Lewis, de Ray Mercer, et la situation de Lennox Lewis dans l'échiquier boxe, comme on vous le disait, mais n'oubliez pas, cette soirée est incroyable en termes de
carte. Et dans cette carte, il y a autre chose qu'on a tendance à oublier à cette époque et qu'il faut remettre parce que c'est un point important dans l'histoire, puisque sans ce combat, il ne peut pas arriver des choses qui se passent juste après. C'est le retour d'Evander Holyfield. On avait laissé Evander Holyfield dans un combat encore une fois titanesque en novembre 95 contre Riddick Bowe. Je vous refais pas l'histoire, vous devez de connaître sur le bout des doigts cette trilogie et ce troisième combat qui se passe au Caesars Palace. Mais de ce troisième combat et donc de cette défaite et de cet arrêt brutal qui a fait peur, n'oubliez jamais, qui a fait peur, que ce soit à Christian, à Jean-Claude Boutier et à tous les spectateurs, nous, un Holyfield qui a, malgré un très bon début de combat, n'oubliez pas qu'Holyfield est le premier à faire tomber Riddick Bowe en ce soir de novembre 95. Malheureusement, le combat se retourne. Riddick Bowe est lui aussi sérieux et préparé et arrêtera Evander Holyfield, et on sera même soulagé qu'Evander soit arrêté, puisqu'on était encore une fois dans le souvenir d'un Evander qui avait eu des problèmes de souffle au cœur en 94, ce qui expliquera en partie sa défaite contre Michael Moorer d'avril 94. Toujours, évidemment, ça on en parle dans cette vidéo, l'année d'abord 94, tout est lié. Et donc, c'est le retour d'Evander sur HBO notamment, après cette défaite. Comment juger Evander? Donc on lui donne un combat facile, entre guillemets, contre Bobby Seale. Bobby Seale était une figure de la boxe de l'époque. On oublie trop souvent Bobby Seale qui a lui aussi concouru dans deux catégories différentes, les light heavyweight et les cruiserweight. Pour tous les stagiaires journalistes sportifs, light heavyweight, mi-lourd, cruiserweight, lourd léger. Attention, faites pas encore l'erreur. Donc c'était une figure de ces catégories-là à la fin des années 80, au début des années 90, Bobby Seale. Il était devenu aussi une figure à l'époque même des faits, en étant devenu la voix, le commentateur, c'est-à-dire l'intervenant commentateur sur Showtime. Il avait une voix très particulière. Voilà. Et donc on propose à Bobby Seale de faire d'aller taper Holyfield chez les lourds. Bon, il l'accepte, mais c'est de l'ordre de l'impossible. Il n'est absolument pas un lourd naturel, il est en plus trapu et là véritablement petit pour la catégorie, même face à un Holyfield. Et en fait, ça va être un combat où Bobby Seale, il va lui aussi faire son combat. Tu vois, il a que ça. Il va faire son combat, il va tenter le truc. Et le peu qu'il puisse proposer, il le propose bien, tu vois. Très très resserré, très, encore une fois, je vous dis, très trapu, ce qui rend les choses un peu compliquées pour avoir une boxe claire de Evander Holyfield. N'oubliez pas qu'Evander Holyfield est un énorme boxeur. Je te parle en termes d'art martial. Je te parle en termes de pugilisme. Evander Holyfield est connu pour être ce guerrier incroyable qui nous a tous fait rêver. Mais en termes de pugilisme pur, Evander Holyfield, c'est quelque chose. Certainement l'un des meilleurs counter-punchers aussi de l'histoire, toutes catégories confondues. Et donc Evander, en fait, n'arrive pas à boxer clairement en ses débuts de round Bobby Seale. C'est, on pourrait dire, un petit peu brouillon pour les aficionados de l'époque. Problème étant que analystes, aficionados, fans de l'époque sont d'une exigence dans les années 90 qui est hallucinante, qui est proprement hallucinante. Nous n'avons pas ce niveau d'exigence aujourd'hui. Mais que ce soit les analystes, les commentateurs, les fans, les gens dans le stade, sont déçus par ça. Alors que
ça n'a jamais été vendu autrement qu'un combat de retour. Mais ils sont déçus. Et c'est quand même eu un abandon à l'appel du 6e round, si je me souviens bien. Parce que Holyfield, sur les 2 derniers rounds, arrive à justement counter-puncher, si je puis dire, bien mieux. Ça commence à frapper, ça commence à avoir des ouvertures, et dès que ça commence à avoir des ouvertures, Bobby Seale, qui n'était pas un poids lourd, il est certainement blessé. Voilà, et il y a un arrêt du coin qui préfère jeter l'éponge parce que ça pouvait devenir dangereux. Donc pour vous dire que comment on conclut de cela à l'époque vis-à-vis de comment on pourrait conclure de la même chose aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. On serait beaucoup plus indulgent avec, imaginons votre boxeur préféré, hein, je pense à personne, votre boxeur préféré qui ferait ferait abandonner son adversaire à l'appel du 6e round, même si le combat aurait pu paraître un petit peu brouillon en tout début de combat. Je pense que les critiques acerbes n'auraient pas lieu d'être. À l'époque, rien que ça, il y a des critiques acerbes. Ouais, Holyfield, on sait pas trop ce que ça vaut. Est-ce que c'est bien intelligent de continuer à boxer, devrait peut-être s'arrêter. On en est là, quoi, tu vois. On en est là aussi. Donc c'est dans cette fameuse soirée sur les big men dans Big Apple, ça a lieu. Et ce qui fait que c'est pas ce n'est pas un retour tonitruant pour ce qui est de Evander Holyfield, mais il est quand même de retour. Voilà. Et avec je dirais notre regard d'aujourd'hui, il est plutôt bien. Il est pas mal. Il paraît pas mal. Le fait est que le match-up et le cours du combat donnent cette impression d'un Holyfield qui devrait pas être sur le retour. Voilà, c'est l'impression du moment. Ça aura son importance dans quelques semaines. Eh oui, ça aura son importance dans quelques semaines. Mais toujours est-il que là, on est toujours au printemps 1996 et le printemps devient de plus en plus chaud. On rentre dans ce mois de juin, il fait beau, c'est la fin de l'école, Roland Garros est là, les filles sont belles. C'est quand même le combat archétypal du jeune champion contre le vieux champion. Je crois que ça aurait pu être un fabuleux exemple de passage de témoin. Si Chavez avait su mieux tenir ses nerfs et s'était montré un peu plus, disons, fair play. Mais il y a quand même une certaine animosité, en tout cas chez Chavez, parce que pour Oscar, je crois, Christian, tu ne me contrediras pas, Chavez, c'était une sorte d'idole. Et pour lui, réussir à le battre de cette manière, c'était une sorte de consécration, comme une espèce d'entrée symbolique dans la cour des grands. Oui, oui, c'est vrai. Alors, quand on disait effectivement, c'était son héros, c'était son idole, hein. Il nous l'a dit de vive voix. Même il disait qu'avant le combat, il n'arrivait pas à se mettre dans la peau du De La Hoya qui devait affronter sur son idole. Il disait, mais il faut que je lui demande un autographe, il faut que je réussisse à avoir. Et puis après, il se disait, attends, je suis pas là pour avoir l'autographe de mon idole. Mais pour ce combat-là, la première fois dans sa carrière, Oscar De La Hoya a passé 3 mois à Big Bear. Il s'est entraîné, alors, mais comme un fou. Et à l'époque, on le sait bien parce qu'il y a un Français, c'est Dominique Paris, qui est un prof de sport et qui, par l'intermédiaire de connaissances, s'est retrouvé dans le coin d'Oscar De La Hoya. Et pour ce combat-là, en fait, il a assuré la préparation cardiovasculaire de Oscar De La Hoya. Et Oscar De La Hoya, nous disait Dominique Paris, et Oscar aussi, il avait gagné entre 25 à 30% de puissance et de vitesse. Wow.
Il C'est avait énorme. absolument, c'est énorme, bien Ça sûr, se voit. parce on est là, on passe en super léger. Donc, il a gagné son premier titre en super plume. Avec Ruelas, on est passé en léger. En 1995, il faut le dire aussi, on en parlait tout à l'heure, mais il a été nommé boxeur de l'année pour le Ring Magazine, ce qui a pour lui été une super consécration. Et contre ce boxeur Oscar de Julio César Chavez, là, il combat le héros du Mexique. Et il sait que s'il va battre, et il l'entend bien, battre le héros du Mexique, il va y avoir des gens qui vont commencer aussi à le détester. Parce qu'on ne bat pas une idole comme ça. Et voilà, en fait, c'est le premier combat aussi. Je me rappelle de cette déclaration de La Hoya qui avait dit bien plus tard que c'était la première fois où je me suis senti flotter sur le ring. Il avait fait une excellente préparation et il est rentré en fait dans une autre dimension. Ouais. Christian, tu peux nous reparler vas-y Nico, vas-y. Non, juste, c'est vrai, Christian, c'est vrai que sur ce combat, quand on le regarde, c'est extraordinaire, la condition physique de La Hoya, la manière dont il neutralise Chavez avec son jeu de jambes et son bras avant. Et il y a aussi quelque chose que je trouve très intéressant et que tu as évoqué, en fait, c'est la relation entre le champion américain d'origine mexicaine et le public mexicain. C'est-à-dire que quasiment tous les champions américains d'origine mexicaine ont toujours voulu plaire au public mexicain et ont, je dirais même, dragué le public mexicain en parlant en espagnol, en déclarant leur amour pour le Mexique et les Mexicains. Mais le public mexicain préférera toujours ces champions mexicains, mexicano-mexicains aux champions américains d'origine mexicaine. Et c'est vrai que pour un type comme De La Hoya, gagner les cœurs mexicains, c'est aussi une conquête. Et elle commence, même si évidemment la victoire contre Chavez a été vécue comme un drame national au Mexique, elle passe aussi par le fait d'affronter tous ces champions mexicains. Mais ça ne doit pas être évident intérieurement de sentir cette difficulté. On est d'accord et c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Quand on parle à De La Hoya, alors cette rivalité avec les Mexicains, ok. La carrière de La Hoya, quand on aura terminé cette rétrospective, on s'apercevra que Oscar De La Hoya n'a jamais combattu autre part qu'aux États-Unis. Dans sa carrière amateur, il est allé partout. Et en fait, il le dit, c'est ce qui l'a formé. Il a fait 230 ou 35 combats. Il en a perdu 5. Il est allé partout dans le monde entier. Et c'est ce qui a forgé, en fait, le Oscar De La Hoya. Mais dans sa carrière professionnelle, il n'a pas été combattre une seule fois hors des États-Unis. Et ce que tu dis, Nico, c'est vrai. Pourquoi De La Hoya n'est pas allé boxer au Stade Aztec de Mexico? On l'a fait avec Chavez en 93, il y avait 136 000 personnes, mais il avait des promoteurs. Alors on sait que c'est le boxing business, c'est qu'à la fin de sa carrière, il aura amassé des millions de dollars. Le business était vraiment là-bas. Le business était aussi à Las Vegas. Et c'est pour ça qu'on n'a pas eu le droit peut-être à une confrontation ou à Oscar De La Hoya qui aille montrer justement qu'il était un Mexicain, mais sa première nationalité, c'était quand même la nationalité US. Voilà. Et on parlait d'échauffourées. Là, on n'est plus dans l'échauffourée, vous le savez très bien. On est dans une véritable émeute au sein de la Grosse Pomme, au sein de New York, dans cette même antre du Madison Square Garden. On est ce combat qui, effectivement, sera légendaire, mais à l'époque, c'est un combat. La boxe est tellement à son firmament et il y a tellement de force en présence que ce retour aussi, depuis sa victoire de 95 de Riddick Bowe, n'est pas la plus suivie du moment. On est le 11 juillet 96 et un événement mondial va arriver aussi au mois de juillet 96, vous le savez bien, ça arrive tous les 4 ans, bref,
tu vois de quoi je parle. Donc, en termes de euh, d'actualité sportive, c'est très très chargé, ce qui fait que ce combat-là, euh, il passe, je te dirais même, à l'international, ça c'est clair, pas aux États-Unis, et pas à New York précisément, mais à l'international, il passe à la trappe, ce combat. Je crois pertinemment qu'il n'a pas été commenté en direct, ni même sur place. Mais ce qui va se passer va faire que c'est un moment extrêmement important de l'histoire des poids lourds, avec ce combat entre Redikpo et Andrew Golota. Et ça ne pouvait que mal se passer. Ça ne pouvait que mal se passer, à bien y réfléchir. Puisque, malheureusement, comme c'est le cas parfois avec les champions, avec des personnalités, c'est que faut toujours mettre une pièce, si tu dois parier, parie sur le fait qu'ils restent dans leur travers. Et c'est encore le cas avec Redikpo. Comme je vous le disais, Redikpo, qui avait été sérieux, qui a certainement une de ses meilleures années en 95, 3 bas, excellente victoire. Mais Redikpo, de là, il retombe dans son travers de se laisser aller, de repartir dans sa plus grande des passions, c'est-à-dire le fast-food et la bouffe, gonfler comme d'habitude, et ne pas se préparer sérieusement, ne pas se préparer durement pour un combat qui ne pouvait être que un combat dur. C'est ça le problème. Redikpo pose les maillons, les pièces du problème en premier, puisqu'il a affaire à Andrew Golota, qu'il connaît bien, parce qu'ils ont partagé une compétition ensemble, c'est la compétition olympique de 1988, à Séoul, peut-être une des meilleures Olympiades, en termes de niveau, je te parle. Andrew Golota qui finira en demi-finale. Voilà. Il y a un pédigré énorme de boxe aussi chez ce Polonais. Mais en termes de pédigré boxe, c'est énorme. En termes de furie intérieure, de mal-être, de tourment, c'est aussi énorme. Ce mec est aussi énorme. Ce mec est un dossier psychologique universitaire en soi. Vraiment. Et Andrew Golota est venu aux États-Unis au début des années 90 pour, croit-on, se lancer dans sa carrière. Il va tout de suite à Chicago. Pourquoi Chicago? Parce que diaspora polonaise, la diaspora polonaise de Chicago est énorme. Voilà. Mais on croit que c'est pour lancer sa carrière professionnelle, c'est aussi pour échapper à la justice polonaise. Voilà. Donc ça vous dit déjà des choses. Et ce qui va se passer pour ce Andrew Golota qu'on connaissait déjà, je tiens à le préciser, on le connaissait déjà. Moi, je le connais, et vous qui suivez les nuits sur Canal, on le connaissait. Pourquoi? Parce que entre les grands combats d'une soirée, quand il y avait des temps de latence, Christian et Jean-Claude, ils envoyaient des capsules de combats qui s'étaient faits à d'autres soirées, et tout ça intéressant. Et donc on avait déjà vu combattre Golota plusieurs fois, quand il montait dans les rankings, quand il accumulait les combats face à un niveau plus ou moins fort. Je me souviens pertinemment l'avoir découvert en 95, avec un gros KO qui met au premier round. Voilà. Mais aussi, on connaissait déjà pour avoir fait un craquage complet dans son premier combat. Et là, je me souviens plus du nom de son adversaire, où il est dans le dur. C'est-à-dire son adversaire a dû répondre. Golota avait l'habitude d'imposer son physique, d'imposer son punch et sa rapidité de bras, et de maîtriser les éléments sur le ring. Et dès que ça ne va pas bien, on s'aperçoit que Golota, sur le premier moment de sa carrière pro où ça va mal, mais vraiment mal, il est sonné, voilà, il est dans un moment de panique, ça panique très fort. Et le mec mord, tu sais, sur le trapèze, morsure de son adversaire, il s'en sortira quand même bien. Voilà, il arrivera quand même à gagner le combat, tu vois, il se fera même pas disqualifier.
Mais il y a il y a donc un précédent avec Golota sur ce coup. Comment va se diriger ce combat déjà? Ça sent la poudre. Pour les vrais savent que ça va sentir la poudre. Ça se passe chez Redibo, le New-Yorkais, au Madison Square Garden, avec aussi une grosse population polonaise. Donc, diaspora polonaise, amis de Redibo, de Brownsville, qui sont là aussi. Ça a intérêt à bien se passer. Alors le combat, justement, ça va être autre chose. Redibo n'y est pas parce que prise de poids, et quand il est à prise de poids chez Redibo, on sait que il n'a pas été tous les jours à la salle non plus. C'est fou à penser. Le mec connaissait, quand tu es dans le giron poids lourd ou quelle que soit ta catégorie, tu connais tout du milieu. Tu les connais tous plus ou moins, tu connais tous leur réputation plus ou moins, tu as même les histoires que les médias ne savent pas sur un tel ou un tel ou un tel. C'est toujours comme ça. Et donc il prend par-dessus la jambe Golota. Et Golota, lui, il est ready. Il est wow ready. Et sauf que, en termes de pugilisme, eh ben, on a un Golota qui va complètement dominer. Rapidité de bras, vitesse, coup d'œil, répondant, malgré le jab lourd qu'on connaît de Redibo, il y a du répondant chez Golota. Il y a des ouvertures, il sait quoi faire. Là, Redibo, quand même, qui est un boxeur qui a d'énormes qualités, mais il se fait dominer et par moments il se fait laminer par Andrew Golota. Et on se demande ce qui se passe dans la tête de Golota. De façon incompréhensible, je te dirais même encore plus que par ce qui va se passer dans le futur, parce qu'il y aura un futur aussi. De façon incompréhensible, Golota, dans ces petits moments de moins bien, mais qui sont pas des moments de panique comme j'en ai parlé précédemment, moins bien, il pète des plombs. Premier coup de tête, volontaire mais clairement, qui lui donne un point de pénalité. Et puis le combat avance où Golota finit toujours par redominer pugilistiquement, tu sais, finit toujours, et il y a un craquage. Un deuxième coup bas, un coup sur la ceinture, bien sportif, et puis de façon incompréhensible, encore une fois, boum, un coup. Alors, quand on dit coup sous la ceinture, t'as la ceinture, et puis t'as le niveau Golota. C'est-à-dire, tu vois, tu dois être un plongeur professionnel pour arriver jusqu'au niveau, tu vois ce que je veux dire? C'est bien, bien bas. Ce qui fait que Golota, mais de la façon la plus absurde du monde, se fait disqualifier un combat qui était gagné, quoi. Un combat qui prenait les allures de grandes, énormes victoires qui auraient tout changé déjà la catégorie. Vous enlevez les craquages de Golota sur ce premier combat, ça aurait fait de Golota le trublion de l'échiquier heavyweight qu'on n'avait pas vu venir et qui aurait été un indispensable pour tous les autres adversaires à battre. Et voilà. Donc l'esprit du combat à cause de Golota est horrible. Et le clan, je te dirais l'entourage de Redibo qui était propice à partir en baston, souvenez-vous ce qui s'est passé souvent dans le passé, ça y va. Et ça part sur une émeute dont j'ai pas besoin de vous en parler plus, vous la connaissez pertinemment. Le coup du téléphone portable de l'époque, qui était l'arme préférée d'un homme, d'un des bodyguards de Redibo, qui s'appelait Harris, si je me trompe pas, et qui utilisait toujours ça. Ça part en cacahuète. Lou Duva fait une crise cardiaque sur place. C'est assez terrible. C'est dramatique ce qui se passe. Absolument dramatique. Un fait divers de plus. Le retour de Tyson et comment le combat s'était déroulé avait remué les discussions et les débats sur tout ça n'est pas un grand cirque.
Et le problème, c'est que la boxe, dans les années 90, chez les poids lourds, est peut-être à son firmament, mais il va y avoir une accumulation de faits divers qui sont aussi responsables du futur désintérêt sur le sport. Parce qu'il va y avoir une lassitude vis-à-vis des faits divers. Et ce fait divers-là, de juillet 96 au Madison Square Garden, est une pierre angulaire dans ce phénomène d'usure du public à cause des frasques et des faits divers assez terribles que va proposer la catégorie. Donc, c'est chaud, c'est quand même très chaud. Et pour se remettre de tout ça, il faut peut-être arrêter de penser à la boxe professionnelle et peut-être se rafraîchir l'esprit avec les Jeux Olympiques et la boxe amateur. Et oui, juillet, août 96, c'est les Jeux Olympiques d'Atlanta, c'est le centenaire. Ça fera beaucoup jaser, que ça soit Atlanta et pas Athènes. Mais en 96, les Jeux Olympiques sont donc aux États-Unis. Une Olympiade qui sera marquée par une image d'un grand boxeur, si ce n'est The Greatest, qui porte, malgré sa maladie, la flamme olympique au plus haut. Ça fera le tour du monde, c'est une image qui est devenue une image historique. Voilà. N'oubliez pas que l'avant-dernière personne à porter la flamme et à rentrer dans le stade avec la flamme, c'est Evander Holyfield. N'oubliez pas ça aussi. Mais Mohamed Ali qui soulève la flamme, c'est assez énorme, c'est une Olympiade assez dense vis-à-vis de toutes les compétitions. Mais nous, on va se focuser sur la boxe avec, là encore, peut-être une équipe américaine qui a été peut-être l'une des meilleures intrinsèquement, alors que sur le plan des médailles, ça ne sera pas la valeur de son talent, mais c'est quand même David Reed, c'est quand même Anthony Tarver et c'est surtout Floyd Mayweather qui se fait voler. On parle souvent du vol de 88 de Roy Jones, mais le vol de Floyd Mayweather en demi-finale à Atlanta, alors qu'en quart de finale, il dégomme, enfin, il y a une classe d'écart avec le Cubain, avec son adversaire cubain. C'est pas donné à tout le monde. Le dernier qui avait fait ça chez les Américains, c'était Sugar Ray Leonard. Et je te dirais que Floyd, il est bien. Il est bien, il est très bien. De toute façon, Enfin, avec Floyd, c'est l'or ou c'est rien. Tu vois. Et il en prend le chemin d'ailleurs. Et il se fait voler dans la boxe olympique. L'AIBA, déjà dans toutes ses œuvres, de façon incompréhensible, il en pleurera même. C'est la dernière défaite de Floyd Mayweather, notamment, à noter. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que la boxe française sur le plan professionnel est dans un renouveau total et extrêmement excitant, mais au moment des faits, on sait qu'on aura une génération qui va suivre, qui sera aussi au niveau, parce que c'est une très belle génération qui va à Atlanta chez les boxeurs français. Voilà, Nordine Mouchi notamment, et tant d'autres. Et c'est ce qu'on disait avec un des compétiteurs français de ce tournoi, c'est ce dont je parlais avec Christophe Mendy. L'équipe de 2016, c'était une super équipe, on était fort, on en voulait, on boxait, on allait au charbon. Exactement, Christophe. En 96, parce qu'on l'a oublié, c'est parce que malheureusement, mais bon, les tournois olympiques, c'est très compliqué, mais malheureusement, il n'y a pas de médaille. Mais sauf qu'il y a énormément de boxeurs français, dont toi, vous allez en quart de finale. Exactement. Vous allez en quart de finale, et il y a beaucoup de quarts de finale de Français. Voilà, ce qui veut dire, et c'est un pédigré, c'est 96, regardez l'Olympiade 96, qu'est-ce qui en sort, c'est lourd, alors malgré cette frustration d'être à cette porte d'une médaille qui aurait certainement aux yeux du
du large public français aurait certainement changé la donne. Mais cette compétition, ces 2 semaines de compétition, comment tu pourrais nous en parler? Comment je pourrais en parler en fin de compte? Avant tout, on a commencé par un stage à Auburn. À Atlanta. On a commencé par un stage à Atlanta qui s'est très bien déroulé. Et on s'est entraîné avec des professionnels pour nous, les gros poids, les grosses catégories. Et avant ça, on avait fait un stage, il me semble, on avait fait un stage à Cuba. On venait de Cuba, en fin de compte. On est allé directement à Atlanta. Et le déroulement, comment ça s'est passé? Un peu dur. Pour me concernant, moi, ça a été difficile parce que bon, je gagne mon premier combat correctement. Ouais. Je rencontre un Romain. Ouais. Je gagne par KO à la deuxième reprise, il me semble. Ouais, la deuxième, je gagne à la deuxième. Ouais. Et ensuite, en quart, je rencontre le Nigérien canadien, David, malheureusement qui est décédé il y a quelques années à Las Vegas. Et il simule un coup bas dans les parties. Ouais. Et là, je me fais disqualifier. Et pourtant, le coup était correct. On voit bien le coup à la loupe, on voit le coup qui est correctement bien placé. Et mon adversaire qui a simulé, il me l'a dit honnêtement, parce qu'après, une fois que j'étais professionnel, j'ai vécu à Vegas, on s'est rencontrés, puis il s'est excusé, mais bon, le mal était déjà fait. Puis bon. Le mal a été fait, ouais, non, il a fait beaucoup de mal sur ce coup-là. Voilà. Parce que Christophe, c'est vrai que t'as les boules de ça, je comprends, parce que tu pouvais aller bien plus haut. Alors on se remet des émotions olympiques avec, là encore, un ancien olympien, médaillé d'argent. Hein. Quand on sait à quoi ça se joue parfois, on peut dire qu'on est on a affaire à un énorme champion français, c'est Laurent Baudouanier, qui lui aussi break sur le plan mondial. Lui aussi avait une carrière professionnelle qui avait eu des dents de scie ces dernières années, notamment 93 et 94, qui avaient été difficiles, mais depuis un moment déjà, Laurent revenait très très bien et redominait sur le plan européen. Et là, c'est sa chance mondiale contre le buffle, je te dirais argentin, hein, Vasquez. Regardez cette tête de vainqueur qu'il a, Vasquez. Mais c'est un mec ultra compliqué à boxer en super welter parce que au physique et au punch impressionnant, complètement parfait pour les 154 livres. Vraiment, Vasquez, c'est un vrai problème. Il avait lui-même perdu contre une légende du sport total, une légende totale, vous savez que je l'adore, Pernell Whitaker, qui en 95, pour relever le défi d'aller chez les super welter, qui n'était absolument pas sa catégorie, était allé boxer Vasquez, l'avait dominé à la boxe. Pernell, tranquille à la boxe, il dominait, mais sauf que physiquement, il y avait ce danger perpétuel de cette puissance et de cette rugosité de Vasquez que Whitaker avait réussi à gérer au point, évidemment. Mais là, Laurent Baudouani a cette chance mondiale contre le tenant de WBA qui est Vasquez, de nouveau, et c'est un combat finalement extrêmement compliqué. Parce que Vasquez est aussi gaucher et que ça gêne terriblement. Laurent, c'est criant de vérité sur les images, revoyez les combats. Laurent doit s'ajuster. Laurent est lui aussi très fort physiquement. Voilà, il a travaillé et sait répondre. Je pense qu'il était prêt pour répondre physiquement à l'impact physique, donc. Voilà. Mais en termes d'ajustement, en termes de positionnement, le fait qu'il soit gaucher, pour se mettre bien, ça prend quelques rounds, c'est un peu compliqué. Et donc le combat, finalement, pendant plusieurs rounds, démarre sans démarrer, si tu veux. Vasquez a ses moments d'impulsion, de pressing. Laurent est beaucoup plus pointilleux et beaucoup plus dans la volonté de précision de ses coups.
Voilà, et puis arrive une nouvelle attaque de Vasquez, Laurent est dos aux cordes, et puis là c'est la vista qui parle. Là c'est le talent pur qui parle. Là, et c'est un talent pur qui s'exprime, tu vois. Et on a ce fameux crochet large, mais timé parfaitement. Le timing is everything in boxing. Laurent Boudouani le savait très très bien ça. Qui est peut-être l'un des boxeurs, le meilleur timer français de l'histoire de la boxe en France. Et là, comment dire, j'allais dire c'est une claque, mais c'est certainement le KO le plus spectaculaire d'un Français en championnat du monde. Et le spectacle, ça compte aussi. On l'oublie trop souvent. Ce KO fera le tour du monde quand même. Ce KO fera le tour du monde. Ça sera un des KO de l'année. Il s'en va sans dire, mais voilà. Et c'est le temps d'un geste. Le temps d'un geste, c'est la beauté du geste, comme nous dirait Nicolas de Culture Box. Et c'est magnifique. On a un nouveau champion du monde dans une 3e catégorie, les super welter. Ça, il n'y a plus de complexe. Les choses, tu sais, c'est comme une fleur qui s'est complètement ouverte. La boxe en France, la boxe pro, n'a plus de complexe, et talent après talent, ils obtiennent un titre mondial, ils atteignent une ceinture, et c'était des gros talents. Je parle de Fabrice Tiuso, Jean-Baptiste Mendy, Laurent Boudouani. C'est quelque chose. On est dans un moment de propulsion énorme qui continuera encore quelques années. Hein. Mais 96, c'est le moment où la boxe a décidé de rentrer dans la fusée et d'y aller plein feu. Et Laurent Boudouani a certainement pour lui l'obtention la plus spectaculaire d'un titre chez les Français. Clairement, je vous conseille d'aller voir ça. C'est exceptionnel. Bravo à toi, Laurent. Ça se passe fin août. On passe à la rentrée des classes, et la rentrée de classe, elle se passe avec le feu Mike Tyson. Va-t-il nous mettre le feu encore une fois? Contre qui? Ce combat Seldon-Tyson, toujours au MJM, parce qu'il y a des choses à dire. Vas-y. Je vais déjà rebondir sur ce que tu as dit. L'histoire avec Don King et Lewis, en fait, Lewis, il paye 4 millions de dollars pour se retirer et laisser Tyson affronter Seldon. Ça, c'est déjà une chose. Et nous, on attend, bien sûr, comme on a attendu longtemps un combat entre Lewis et Riddick Bowe, un combat qu'on ne verra jamais. Et ben on se dit, il va falloir bien sûr qu'un jour, on ait un Tyson face à Lewis, et puis parce que Lewis, il a toujours voulu rencontrer Tyson et aussi se venger un petit peu de cette défaite contre son ami Oliver McCall, on en a déjà parlé. Donc ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, pour revenir à ce combat contre Bruce Seldon, il y a une chose qui m'est toujours restée en mémoire, et c'est ces paroles de Jean-Claude juste avant ce combat et pendant le face-à-face. Il n'a jamais vu aussi un boxeur aussi vert que Bruce Seldon. Mais quand on dit vert, c'est vert. Et il se décompose face à Mike Tyson et c'est un truc de fou. On en a déjà vu des boxeurs se liquéfier avant un face-à-face, pendant le face-à-face, dès les premiers coups. Mais là, c'était quelque chose d'énorme. Et il va se passer beaucoup de choses dans ce combat. Je vais laisser raconter le combat par Antoine, mais il y aura aussi autour de la salle, il y a beaucoup de monde, et il y a un certain Tupac qui est là, et ça on en reparlera juste après, mais avant il y a quand même un combat. Juste avant que tu parles, Antoine, simplement pour vous dire, on a parlé de cet épisode avec Lennox Lewis, la discussion Lennox Lewis, toujours disponible avec Antoine, avec Christian, si vous voulez en savoir plus du côté de Lennox. Vas-y Antoine. Alors bon, il y a un combat, oui, alors bon, n'exagérons rien. Bon, il y a un combat, bon. Alors, Bruce Seldon, bon, qui c'est Bruce Seldon? Bon, alors, c'est un baraqué des années 90, hein, c'est un culturiste, pas très grand, pas beaucoup plus grand que Tyson, très costaud, très bon. Bon, il s'est fait mettre en vrac par Riddick Bowe au premier round. Il a perdu aussi un combat contre McCall. Sa référence, le combat de sa vie, en fait, il l'a fait contre Tony Tucker, qui était un ancien adversaire de Mike Tyson.
Et il a battu Tony Tucker. Avril 95. Effectivement, Beau combat. sur blessure. Donc, Grand c'est duel. voilà, le combat de sa vie, il l'a fait pour prendre une ceinture. Il l'a défendu contre Joe Hip, qui n'est pas un poids lourd qui est resté dans les mémoires, on va dire ça comme ça. Et c'est tout. Et donc, sur le papier, c'est pas grand-chose, Bruce Seldon, hein, on va se le dire. Alors, il a une caractéristique, c'est que c'est un puncher. Les combats avec Bruce Seldon ne vont jamais au bout. Qu'il gagne ou qu'il perde, c'est pas un type qui gagne à la décision ou qui perd à la décision. Et alors, Bruce Seldon, un peu comme Frank Bruno, il a les chocottes. Christian vous l'a dit, hein, il est verdâtre, le malheureux. Voilà, il essaie de tourner en jabant, mais c'est pas, il y a pas beaucoup d'aplomb, quoi. C'est pas Buster Douglas, quoi. C'est bon. Et alors, il tombe. Il y a une espèce d'art de la chute chez Bruce Seldon. C'est-à-dire que il prend sur le sommet du crâne une droite, avec peut-être un bout de coude derrière. Les images sont bon. Et il a une façon de tomber sur le ventre avec les deux bras en avant. Un peu comme si c'était chorégraphié malgré tout. Alors évidemment, il la prend la droite, hein. Mais c'est pas non plus, elle arrive vraiment là, elle arrive même pas sur la tempe, vous voyez, elle arrive vraiment tout en haut du crâne. Bon, donc bon, il est compté, il se relève, bon, et il prend un deuxième knockdown après 1 minute 30 en gros sur un crochet gauche, et il tombe de la même façon, bien à plat ventre avec les deux bras bien comme ça. Bon, non, objectivement, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Je crois que le gars cherchait une porte de sortie. Une fois monté sur le ring, vraiment, il regardait déjà le signe lumineux là. Exit. Il regardait vraiment. Enfin bon. Donc, il a pris son chèque et il s'est barré. Ah oui, c'est ça. Il s'est bien barré parce qu'il devient, il disparaît carrément. Mentir, Antoine, il disparaît carrément après ça. Hein. Il disparaît. C'est une disparition de la circulation de la planète Terre. On le retrouvera 20 ans plus tard. Enfin, après le combat, ça siffle. Objectivement, le public, on lui a déjà un peu fait à l'envers pour McNeely. Alors là, contre Seldon, objectivement, je peux comprendre. Hein, on a payé son billet un peu cher. C'est une soirée de prestige et on voit ça. Oui, mais d'un autre côté, juste à la fin du combat, quand il est interviewé, il va dire, non mais vous vous rendez compte, je ne me suis pas entraîné pendant 12 semaines pour venir ici et pour plonger. Ah oui, ça, ce sont les paroles. Alors, quand Antoine parle, il a pris son chèque, c'est quand même un chèque de 5 millions de dollars. La bourse de Tyson, là, elle est de 15 millions de dollars. Elle était de 20 millions de dollars quand il a combattu Peter McNeely. C'est pas du tout la même chose, hein. Donc, on rentre dans un phénomène où on a le public qui crie, qui en fait parle de combat monté, de combat arrangé, de fixe, comme on dit là-bas. Et ça sera vraiment la fin de ce combat avec ces sifflets du public. C'est pas la meilleure sortie qu'on espérait pour Tyson, mais il est champion du monde, il a une autre ceinture et on peut se tourner vers des combats encore beaucoup plus rémunérateurs et puis surtout des combats excitants. Il y en a un qui va arriver, mais juste à la fin du combat. On est dans le MGM, on retourne avec Jean-Claude pour retrouver un restaurant et manger, boire une bonne petite bouteille. Et là, tout d'un coup, on entend des coups de feu. Des coups de feu dans le hall du MGM. Et on voit des gens qui courent de partout. Et nous, on se plante dans un côté, on se dit, mais c'est de la folie. On est à 100 mètres de l'entrée du MGM et ce sont des coups de feu. Et là, ouf, on se plante pendant un quart d'heure, ça bouge. Et finalement, ça devient plus calme. Je pense que Captain va nous raconter la suite de l'histoire. Ces coups de feu, on en a parlé, c'était à destination d'une bande rivale de Tupac. Et c'est le dernier combat et c'était la fin de Tupac, l'ami de Mike Tyson qui était ici, qui était venu assister au combat. Alors voilà, vous avez compris. Début septembre 96, avec Mike, on n'aura pas eu le combat qu'on aurait espéré. En plus, on perd un des plus grands artistes de l'époque.
A-t-on été très gagnant? Je ne pense pas, malheureusement. Mais la boxe, évidemment, continue. Enfin, je vous ai mis cette affiche de Ring Magazine, mais qui illustre aussi ce qui se passe à l'époque dans une des catégories légendaires, les Walter, où les choses aussi se décantent très fort et où le niveau est proprement hallucinant. Proprement hallucinant. Et on est au début d'une histoire, d'une grande page des Walter, d'une énorme page, si ce n'est la plus grande. Franchement, qui peut être comparée avec peut-être les débuts de Sugar Ray Robinson, qui commence chez les Walter. Mais je te dirais que les forces en présence me font dire qu'on est peut-être devant la plus grande page des Walter, puisque les forces en présence deviennent de plus en plus importantes, et même si Oscar vient de gagner chez les super légers contre Chavez, on sait très bien que naturellement Oscar va aller vers cette catégorie légendaire des Walter. Donc on sait que Oscar rentrera dans la danse, et c'est qu'une question de semaines ou de mois pour que ça se passe. Donc, il va rentrer dans la danse dans quelle catégorie? Dans la catégorie la plus relevée de l'époque, alors que, à l'époque, les poids lourds sont au top. Je veux dire, il y a un vrai débat alors là, c'est pour les spécialistes absolus, hein, tu sais. Est-ce que la catégorie des Walter ou la catégorie des poids lourds a été la meilleure dans cette décennie 90? C'est un vrai débat. Mais pour que on se dise cela, il faut forcément que les forces en présence apparaissent et soient de plus en plus importants. On a toujours Trinidad qui continue à mettre KO sur KO et qui attend. Là, il y a un vrai moment de latence chez Trinidad qui lui a éclos. Il est tellement jeune, il a éclos tellement jeune à 19 ans, tu vois. Il y a déjà quelques années de cela, tu vois. 93, 94, il s'impose déjà. Alors que pour d'autres, ça prend un tout petit peu plus de temps, et puis ça prend un peu plus de temps, enfin, pas tant que ça prend du temps, mais avec quelqu'un qui a boxé aussi beaucoup en France, avec Quarté, qui, de la France, en prenant un titre, en étant très 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 solide, commence sa carrière américaine en continuant à être extrêmement solide. Et finalement de tous ces fantastiques chez les Walter, Pernell Whitaker, Félix Trinidad, Oscar de la Hoya qui arrivera, et avec Quarté, ça a été 4 fantastiques chez les Walter. Et ben il y a un combat, je pense, qui engrange cette dynamique et qu'on a oublié, qui est un combat très très intéressant à regarder, c'est ce combat contre Obakar. Et Obakar, n'oubliez pas qui était Obakar. Obakar, rendons-lui justice pour une fois qu'on parle de ce mec-là. Alors, 2 secondes, Obakar, c'est un des derniers grands rois sans couronne de la boxe. C'est vrai. C'est un gars qui a eu 3 chances mondiales. Alors, il a boxé Tito, il a boxé Oscar, il a boxé Quartet. Voilà. Quand on voit qu'aujourd'hui, à 154 livres, par exemple, j'ai rien contre Patrick Texera, mais il a une ceinture mondiale. C'est pas la moitié du boxeur qui était Obakar. Voilà. Donc, regardez des vidéos de Bakar. Effectivement, pas de ceinture en chocolat pour ce mec-là, juste des combats durs, assez glorieux comme celui contre Tito, parce qu'il fallait aller le chercher. Ouais. Retenez ce nom, Bakar, c'est pas parce qu'on n'a pas été champion du monde qu'on n'a pas été un très bon boxeur. Donc Ike Quarté, qui déjà avait impressionné face à Vince Phillips, qui était un KO artiste de l'époque, il engrange avec Obakar, qui était donc en termes de valeur de jugement, était une valeur sûre pour pouvoir jauger de la qualité de ses adversaires. Et ben, ça va être un combat un peu à l'ancienne, avec d'excellentissimes jabs et de surpuissants qui sont donnés de part et d'autre. Le combat est très pro dans le sens où tu as tous les maillages de la boxe pro. Ça peut être dirty, ça peut être clair, ça peut être hargneux, ça peut être malin. C'est extrêmement intéressant. Et puis pour tenir contre Ike Quarté, qui était une brutasse. Mais franchement, revoyez ce combat. Tous les coups lancés par Ike Quarté me font peur, moi, personnellement. Tu vois, j'aurais pas voulu me les manger. Mais Obakar a du répondant. Il a aussi, lui, un excellentissime jab.
l'excellent pédigré, un coup d'œil, et ça tient, mais dès le 3e round, les deux, ça commence à avoir, avoir les yeux gonflés et tout. On est dans la boxe dure, mais qui démontre que le niveau chez Walter va être énorme, parce que rien que là, c'est vraiment du gros niveau, et pour dominer une catégorie où ta valeur de jugement c'est au bacard, ça veut dire beaucoup. Et c'est un combat très oublié qui pour moi ouvre un très beau chapitre et qui a à remettre au goût du jour, et qui dit beaucoup de la catégorie des Walter qui se développe en cette année 1996. On est en octobre, et là évidemment on va rentrer dans les 2 derniers mois d'une année totalement consacrée au poids lourd et qui sont totalement légendaires, fous, encore aujourd'hui incompréhensibles, encore aujourd'hui difficiles à cerner, tellement c'est un condensé de choses énormes qui finalement en un mois, parce qu'il y a un mois d'écart entre les deux, en un mois, la catégorie des poids lourds ne sera plus jamais la même. Ne sera plus jamais la même. On va commencer avec le premier combat. Et simplement, je vous demande de vous souvenir de ce que je disais sur le Real Deal, Evander Holyfield et son combat de retour de mai dernier contre Bobby Seale. Gardez ça en tête. Vous savez pourquoi? Parce que là, on est sur de la légende absolue qui rentre en jeu. Mais on est perplexe, parce qu'on se dit, mais c'est pas le Evander qu'on voulait contre Tyson. On va pas voir le combat qu'on voulait. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'Evander, lui, ce combat, il l'a toujours voulu. Ce combat, c'est le combat de sa vie. C'est son obsession. Alors, il a eu des hauts, il a eu des bas, Evander. Mais ce combat est son obsession. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'Evander, il se prépare comme jamais. Voilà, son camp d'entraînement, il le partage avec David Tua pour préparer ce combat. Les gens, on s'intéresse pas trop à Evander, on pense qu'il est fini. Et que ça va être une formalité, encore une fois, pour Tyson. Et puis, Christian, tu me diras si je me trompe sur la mentalité avant de ce combat. Et puis le combat arrive. Alors, l'écart chez les bookmakers est énorme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont devenus riches ce soir-là, si tu as parié sur Evander Holyfield, avec un des plus grands upsets de l'histoire de la boxe, encore une fois. Christian. Ouais, c'est le combat qu'on attend, nous, à Canal+. C'est le combat que la boxe et que le monde de la boxe attend. C'est plus fort que Mike Tyson contre Lennox Lewis. On a parlé de ce combat qui doit se faire et qui est un combat qu'on attend, bien sûr. Mais Mike Tyson contre The Real Deal. La bonne affaire. La bonne affaire, c'est le surnom d'Evander Holyfield. Et là, c'est la bonne affaire. Et les jours précédents, on a dû assister à deux derniers petits entraînements. Ça veut pas dire grand-chose. Mais là, avec Jean-Claude, on a vu un Evander Holyfield qui était vraiment prêt physiquement, mentalement. Il était costaud. Evander Holyfield a toujours été un superbe athlète. Il vient, on le rappelle, des poids lourds légers. C'est un petit poids lourd, on va dire, mais c'est un poids lourd au grand cœur. Et ce grand cœur, il sait que c'est la chance de sa vie. Il sait qu'il a réussi une carrière phénoménale, mais que cette carrière, elle ne sera jamais la même que s'il défait Mike Tyson, et encore plus ici au MGM. Et c'est avec cet esprit de guerrier qu'on lui connaît que Evander Holyfield va rentrer sur le ring. Et dans la tête de Evander Holyfield, il sait, lui, qu'il va gagner. Il sait qu'il va gagner, qu'il va l'emporter, qu'il va peut-être avoir des problèmes avec Mike Tyson, que Tyson va lui rentrer dedans, qu'il va certainement falloir endiguer les assauts de Mike Tyson dès les premiers rounds, mais il sait aussi qu'il va la faire vaciller Tyson. Il l'a en lui. C'est son combat, et ce combat, quand on parle d'un upset, c'est bien sûr un upset. On pensait, nous, et puis c'est pas simplement qu'on pensait, c'est qu'on voulait que l'histoire elle continue avec Mike Tyson.
On voulait que Mike Tyson l'emporte, tout le monde le voulait. Mais finalement, une défaite de Mike Tyson face à Evander Holyfield, c'est ce qui est arrivé et c'est ce que va nous raconter Antoine. C'était aussi le début d'une autre histoire, d'une autre peut-être polémique, et là, il va y en avoir. Vas-y, Antoine. Ouais, alors, bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, le retour de Tyson, je l'ai un peu subi, mais j'ai pris Holyfield dans sympathie. Et la vérité, c'est que j'y crois pas. Je suis devant le combat et j'y crois pas. Je passe la nuit chez ma petite amie de l'époque qui est devenue ma femme parce qu'elle a Canal+, et pas moi. Donc je suis tout seul sur son canapé. Je bénis son souvenir parce que c'est grâce à elle que j'ai vu le combat en direct. Ça, c'est pour l'anecdote. Mais sur mon canapé, j'y crois pas. Alors, en sous-carte, il y a un Français qui s'appelle Bruno Vartel, qui fera une bonne petite carrière à cette époque-là. On l'a un peu oublié. Il y a un Français qui fait ses débuts ce soir-là. Bon. Belle sous-carte, d'ailleurs. Ce combat, il est assez dingue parce que, en fait, Holyfield fait tout et Tyson ne fait pas grand-chose. C'est-à-dire que Holyfield arrive avec un plan de jeu, avec un plan de vol. C'est lui le boxeur. C'est lui qui a analysé en fait le style du nouveau Tyson. Il est plus mobile sur ses appuis que ne l'est Mike. Il fait un peu du Andre Ward, c'est-à-dire que il déclenche le premier, il prend l'initiative, c'est lui qui trouve l'angle, c'est lui qui tourne, il trouve l'angle, il déclenche et il accroche. C'est un peu comme ça qu'il va fonctionner pendant l'essentiel du combat. Il ne recule pas, il ne laisse pas Tyson avancer. Ça, c'est son mantra. Pendant tout le combat, il ne reculera pas. Il n'est pas impressionné physiquement par Tyson, il ne le montre pas. Et Holyfield, qui est plutôt un petit poids lourd, on se rend compte que par rapport à Tyson, il est plutôt grand. Et ça compte. Il a un avantage de carrure par rapport à Tyson dans les accrochages. Il pèse. Il lui frottera d'ailleurs le boulard sur le nez pendant un certain temps. Ça commencera à alimenter la polémique dont a parlé Christian, parce qu'il va utiliser beaucoup de tactiques, y compris à la limite du raisonnable, coup bas et choc de tête. Tyson viendra s'empaler au 7e round d'ailleurs sur la tête d'Holyfield. Là, ce sera un choc involontaire, mais ça va le couper, ça va contribuer à l'énerver. Tyson va au tapis au 6e round sur un coup au plexus, c'est rarissime. Rencontre. Il est déséquilibré, il est fatigué. En fait, déjà, il n'avait pas prévu l'épreuve de force que lui imposait Holyfield. Il est déjà dans le rouge, il est déjà dans le dur. Et surtout, on s'aperçoit que Tyson, justement, quand il n'a plus la mobilité de ses grandes années, quand il n'a plus cette espèce de dynamisme incroyable, Tyson, en fait, là où le roi est nu, entre guillemets, parce que c'est un poids lourd petit physiquement, et c'est vachement dur quand on est petit comme ça et qu'on n'a plus cette espèce de dynamisme, qu'on n'a plus cette espèce d'énergie incroyable et de vitesse. Il reste un type qui prend facilement des coups, tout simplement. Et ce soir-là, il prend des peignets. Il prend beaucoup de coups, Tyson, contre Holyfield. Beaucoup. C'était déjà le cas contre Donovan Ruddock. On en a parlé lors des derniers combats de sa première époque. Mais contre Holyfield, des coups, il en prend. Il en donne aussi, il en donne au 5e round. Il a son moment au 5e round. Il est dominé par Holyfield, mais il passe quelques coups. Il passe son fameux enchaînement droit au corps, uppercut droit. Holyfield les prend et il ne recule pas. Il arrive à encaisser. Et là, on sait que c'est très mal barré. Tu vois, ça, c'est le moment pour moi. C'est le moment de ce 5e round. Je suis vraiment content que tu en parles. C'est le moment pour moi où Holyfield, il sait qu'il le tient. Parce que la meilleure combinaison, il la prend, il la mange. Et surtout, Holyfield, il veut casser mentalement Tyson. C'est pour ça que le combat, c'est un rough and tough, comme on dit. C'est rough, c'est tough, et il y va plein pot. Vas-y, Christian. Oui, et pourtant, juste, je vais redonner la parole à Antoine pour la suite du combat avant de rentrer dans le 6e round. À la fin du 5e round, il y avait 2 juges qui donnaient un avantage à Tyson et un qui était très largement en avance pour Holyfield. Donc, sur les bulletins des juges, c'était ça. Mais quand on va dire finalement, on va le dire en anglais, finally, parce que ça aussi, c'était le titre du combat, finally. C'est vrai que la 6e reprise a beaucoup changé. Quand Antoine parle du voyage au tapis de Mike Tyson, c'est la 2e fois simplement que Mike Tyson va à terre. La première fois, on s'en souvient bien sûr, c'était contre James Buster Douglas. Mais ça aussi, ça va changer. Et ça change forcément dans la tête de Mike Tyson. Parce qu'on sait que quand il va se relever, c'est une stupéfaction. Nous, on est aux commentaires avec Jean-Claude et on n'en croit pas nos yeux. On se dit, attends, Tyson à terre. Et on a justement le souvenir de Tyson face à Douglas qui revient. Parce qu'on sait que
Tyson n'est pas non plus le boxeur de la fin des années 80. Et qu'on voit bien que Evander Holyfield est préparé et qu'il est prêt à écrire l'histoire. Et finalement, c'est ce qui va se passer. Et dans ce moment de difficulté extrême que vit Mike, aussi, rappelons-le que ce soir-là, il y a deux coins. Il y a le coin d'Holyfield et il y a le coin de Tyson. Et malheureusement, Tyson a son coin. Vous comprenez ce que je dis? Les gens autour de lui ne sont pas au niveau pour un tel moment. Et Tyson, à ce moment-là, est seul, véritablement seul, entre eux. Ça fait écho un peu à ce qui s'est passé le soir de Douglas. C'est-à-dire que finalement, ce qui intéresse Don King, c'est l'argent. Et le fait de mettre Tyson dans les conditions de réussite optimale, de lui mettre un vrai encadrement, de lui mettre des gens de confiance qui connaissent la boxe, etc., c'est même pas le problème de King. Et ça se sent encore ce soir-là. Tu parles d'homme de coin. C'est fondamental. À la fin du round 9, on sait très bien qu'Holyfield, avec sa musculature, est un type qui peine un peu en général en fin de combat, parce qu'il brûle de l'énergie comme pas possible. Et à la fin du round 9, il commence à souffler comme une chaudière. Et on comprend. Bon, il est un peu plus vieux que Tyson, et il s'est donné comme un malade pendant 9 rounds. Et son coin lui dit, mais Evander, si tu es fatigué, imagine que pour le mec d'en face, c'est pire. Il va moins bien que toi, il va moins bien que toi. Il lui redonne de la confiance, il lui transmet de l'énergie. Et effectivement, dans ce 10e round, qui est assez dramatique, c'est quand les commentateurs américains, ça c'est assez marrant, commencent à dire Holyfield a l'air fatigué vers la fin du round, qu'il place une série et qu'il avance sur Mike, et Tyson vit l'enfer pendant les 20 dernières secondes du 10e round. Il prend une peignée épouvantable. Il reste debout, c'est miraculeux. Ça remontre que Tyson avait un menton, objectivement, parce qu'il prend une rouste assez terrible à la fin de ce 10e round, et là c'est fini. C'est-à-dire qu'on sait très bien que il a déconnecté, il n'y est plus, il va y retourner pour le 11e, mais il sait probablement plus où il habite, il est complètement désorienté. La foule chante Holyfield, Holyfield. Il faut aussi voir la dynamique du combat. Ça tourne. On ne s'attendait pas, vous l'avez rappelé, les bookmakers ne s'y attendaient pas, personne ne s'attendait à voir un tel scénario. Et en effet, la foule est acquise à la cause d'Holyfield. Les gens sont extatiques. Il y a une ambiance de corrida, c'est un truc. Et quand on regarde, j'ai fait l'exercice de regarder le combat pour toi, Captain, la première fois quand on a parlé d'Holyfield. Quand on se met dans les pompes de Tyson, c'est d'une cruauté épouvantable ce moment, parce que il a pris une rouste, on sait qu'il est mal préparé. Quand on lit son autobiographie, on sait qu'il passait son temps à prendre de la coke, à voir des filles et très peu de temps à la boxe. Il est lâché dans cette arène-là qui devient très très vite hostile contre un mec qui a son numéro et qui est vraiment préparé pour le battre. Et objectivement, ça n'a pas dû être agréable du tout. Et au 11e round, il prend sa rouste, il n'y a plus rien, il est encore debout quand il est arrêté, mais heureusement qu'il est arrêté. Très bon arrêt de l'arbitre. Mitch Alper, oui, fait un très bon arrêt. Christian, qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. Il n'y avait aucun intérêt à le faire durer plus longtemps que ça. On a vécu. Alors, paradoxalement, il y a à peine plus de gens. C'est un peu lié aussi à ce qui s'est passé contre Seldon, à ce qui s'est passé contre McNeely, mais il y a à peine plus de gens qui ont acheté ce pay-per-view que le pay-per-view de McNeely. C'est assez dingue, mais on est un peu au-dessus du 1,5 million. Alors que d'un côté, on a assisté à ce qui est un événement de télévision, mais fondamentalement une farce, et de l'autre, on a assisté à un très grand combat de l'histoire des poids lourds. Oui. Et pour ajouter à ce que vous venez de dire, cette défaite de Mike Tyson, elle a aussi un nom, et ce nom, c'est Douglas. C'est Douglas tout simplement parce que Evander Holyfield était présent dans la salle quand James Buster Douglas a battu Mike Tyson à Tokyo. Et il s'en est souvenu. Et il s'est dit, le jour où je rencontre Mike Tyson, je dois appliquer la même tactique. Ça veut dire que, comme il s'en était souvenu face à Tyson, il n'a fait que reprendre cette tactique. Et en fait, c'était quoi? C'était simplement s'adapter au style de Tyson, plutôt que d'imposer le sien. C'était aussi chercher le gain ou la victoire dans la seconde partie plutôt qu'au début. On sait que Tyson est fort, il faut faire attention dans les premiers rounds à ne pas terminer au tapis. Il fallait le neutraliser dans les accrochages en corps à corps. Et en fait, l'empêcher de déployer ses coups les plus puissants. Il fallait qu'il se serve habilement de son allonge, s'appuyer sur sa technique. Il a réussi le combat parfait. Le combat qu'avait fait James Buster Douglas face à, il est vrai aussi, un Tyson qui n'était pas préparé lorsqu'il était à Tokyo. Mais là, c'est pas non plus
on peut le dire aussi, le grand Mike Tyson, Antoine vient de le dire, il s'était préparé avec des girls, avec un petit peu de coke, et à la fin, ça se ressent. Quand on est sur un ring, la vérité du ring, elle est là, elle est bien là, et Mike Tyson, ce soir-là, a été aussi puni par lui-même. La boxe te punit toujours. C'est incroyable, regardez cette couverture de Sport Illustrated. Ça souffle, le monde du sport, le monde est soufflé par ce qui se passe en ce novembre 96. C'est incroyable. Et voilà, vous avez compris, cet upset qui se passe sur Showtime. Evander Holyfield, qu'on ne pensait plus, vous l'avez déjà assez répété, personne n'aurait cru qu'Evander allait gagner de cette façon dans ce combat légendaire contre Mike Tyson. Evander est celui qui fait dérailler le scénario, le best scénario possible de Mike Tyson. Il fait dérailler tout. Et il écrit d'autant plus sa légende personnelle, vous le savez. Mais ce qui est fou, c'est que de ce couple, si je puis dire, qui a fait la plus grande trilogie des poids lourds depuis Ali Frazier pour sûr, voire de l'histoire tout court des poids lourds, Holyfield et Beau, et ben dans ce laps de temps très court, leurs deux destins va continuer, va prendre un chemin différent. Pour Holyfield, vous savez ce qui s'est passé. Pour Eddie Beau, on en parle tout de suite. Et je vous parle de Beau Golota 2, qui devient un combat attendu de tous avec les événements qui s'est passé sur le premier. Il pouvait en être autrement. C'est un combat revanche. Revanche est le mot qui convient bien. C'est un combat ultra attendu. Ça devient un succès de pay-per-view. Voilà. On déplace Atlantic City aussi pour des raisons de sécurité, mais c'est un succès énorme. Et puis ça sent encore une fois le soufre. Encore une fois. Ce combat a été attendu et il y a une fébrilité à l'approche de ce combat qui est exceptionnelle, encore une fois. Holyfield Tyson nous a surpris, mais là, on est sur autre chose parce que on est sur déjà un 50 fight. Si Beau est prêt, on ne va pas être sur la même dynamique que le premier combat. Et Beau est prêt. Beau s'est préparé. Beau est fit par rapport à sa dernière prestation. Et donc, on est dans le sérieux. On est dans le sérieux, mais et de son côté, Golota aussi, enfin plutôt le coin Golota, a essayé de formater Golota, mais de façon presque folle, tu sais, de façon presque psychorigide, à le formater pour qu'il n'y ait plus de problème de coups bas, avec même un truc un peu rigolo, ils ont mis un short sur un sac de frappe, tu sais, pour que vraiment le mec comprenne, tu vois. Voilà, ils étaient pas du tout sereins. C'est un cas psychologique, je te dirais pas d'école, mais c'est un cas psychologique, c'est un cas pour les écrivains. Chaque écrivain de boxe doit se confronter au phénomène Golota et doit en tirer son interprétation. Je crois pertinemment ça. Et donc le combat va se passer, et là, on est sur un combat complètement à la fois différent, parce que Beau est prêt physiquement et prêt à aller au combat, mais ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on est dans la continuité du premier, dans le sens où en fait, ça saute aux yeux, il y a plein de choses qui vont sauter aux yeux. Et c'est pour ça, ce combat est pour moi, est un exemple type, voire l'exemple type dans la boxe, du combat extrêmement révélateur, où il y a tellement de choses à penser, ou qui sont révélées, que ça devient un combat, comment je pourrais dire, ça devient un combat boîte de Pandore. Il y a tellement de choses à en sortir, ça devient fou. Ça devient fou. Ce qui ressort, c'est que Beau n'est plus Beau. Il a beau être sérieux, finalement Beau est un boxeur. Il a à l'époque, je sais pas s'il a 28 ou 29 ans, ou 30, je sais même pas s'il a 30 ans, à vérifier. Mais c'est un boxeur usé. C'est un boxeur qui a pris beaucoup de guerres. En fait, avec Evander, il a gagné
la majorité des guerres contre Evander, mais il en est sorti meurtri en fait. Et c'est l'injustice de la nature qui, face à des coups à la tête, n'oubliez pas, tout le monde ne réagit pas différemment et certains ont une usure directe. Et Beau, en fait, quelque part, tu vois, pourquoi je sais pas son âge, c'est parce qu'il fait déjà plus son âge. Tu vois, c'est un mec usé et c'est fou à penser. Alors les poids lourds sont particuliers et on peut pas réfléchir avec les poids lourds comme on pourrait réfléchir avec d'autres catégories. Mais en fait, en 8 ans de carrière professionnelle, le mec a été extrêmement fragilisé par toutes les guerres qu'il a faites déjà, tu vois, déjà. Et ça se voit sur le combat puisque Golota, encore une fois, va proposer, quand on a fait un Golota boxeur, va proposer un combat extrêmement pertinent, sauf que Riddick Bowe, préparé, et en plus avec l'énergie, non pas du désespoir, mais l'énergie de la révolte, l'énergie de ne pas accepter la domination de Golota, va faire que le combat va proprement être dantesque. Et j'utilise parfois ce terme, mais ce que j'aime faire d'autant plus, c'est l'utiliser à bon escient. Mais c'est le seul mot qui va à ce combat, dantesque. Et comme il est dantesque, et comme Riddick arrive à avoir, dans des moments de révolte absolue, hein, parce que je pense qu'il est dominé, c'est encore un combat que on n'a pas fini de réfléchir, ne serait-ce que sur le plan sportif. Il va faire encore craquer psychologiquement Golota, qui craquait psychologiquement comme ça, si je puis dire. C'est un peu dur à dire parce que il est tout de suite dans le dur, et dès qu'il est dans le dur, en fait, Golota est, je pense, un des plus grands boxeurs qui n'acceptait pas la difficulté de la boxe. C'était un boxeur qui n'était pas fait pour la boxe. Il aura sa rédemption très très tard, hein, Golota, mais vraiment très très tard. Mais ce sentiment de panique ou le fait de ne pas accepter les moments où il va pas bien et tout ça, et donc peut-être dans un autre lui, peut-être dans un entre-deux où peut-être que le vrai lui se lâchait, fait que pour se sauver, notamment sur le premier et le deuxième, Yakuba, sur le premier Kuba, vous irez vérifier, on sent ça, tu vois. Il y a des combats qui se font, et là, tu regardes le combat en disant non mais c'est pas possible, on va refaire ce qui s'est passé, alors que c'est presque, je veux dire, c'est illogique que ça reprenne sur les mêmes, ça reprenne les mêmes aspects que le premier combat. Et c'est malheureusement ça qui va se passer, et ce combat est fou parce que ce combat est impossible on peut pas se déterminer totalement sur ce combat. Il est impossible d'en parler d'une part sereinement, il est impossible de finir d'en parler. Parce qu'il y a trop de choses qui se passent et que l'aspect sportif et l'aspect psychologique vont finalement se confronter, tu vois. Et la folie de Golota, donc la folie psychologique de Golota, va venir contredire et ternir la qualité du Golota boxeur dans le même combat, dans le même événement, dans le même instant. C'est extrêmement compliqué. Bref, l'histoire, vous la connaissez comme moi. Il y aura un troisième combat, mais encore une fois, incompréhensible, parce que je pense pertinemment que si Golota ne met jamais ce dernier combat, s'il ne le met jamais, il gagne ce combat, selon moi. Il le gagne. Encore faut-il qu'il finisse jusqu'au dernier round, jusqu'au 12e, mais à mes yeux, il l'aurait gagné. Et donc, c'est
un suicide sportif en direct. C'est un suicide de carrière en direct, comme il y en aura avec Golota. C'est pas fini, hein. Vous le savez très bien, on en a parlé dans d'autres vidéos. Mais c'est incroyable. Alors, peut-être que regardez aussi bien, il y a Riddick qui lui aussi qui est dans le dur, mais qui, sachant pertinemment comment Golota fonctionnait au bout de plusieurs rounds contre lui, regardez bien, il vient titiller Golota lui aussi sous la ceinture pour en fait lui faire péter un plomb. Tu vois. Et ce qui se passe, c'est que Golota répond tel quel directement. Et il le pète son plomb avec, encore une fois, un truc, mais impardonnable et, qui est indéfendable. Voilà. Combat d'une folie extrême, mais, combat d'une qualité extrême aussi. Alors, c'est un peu dur ce que je vais dire. Et j'ai bien conscience que ce que je vais dire est un peu chancelant. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas extraire les événements d'un combat hors du combat. Ils font partie intégrante du combat. Donc tu ne peux pas les extraire. Mais si je vous proposais l'expérience intellectuelle de faire fi de tous les coups bas, de les sortir du développement sportif du combat lui-même, eh ben je pense et je continue de penser que on avait affaire au plus grand combat des poids lourds de l'histoire. Sportivement au plus grand combat des poids lourds de l'histoire. Puisque même sans les coups bas, il y avait tout. Il y avait la technique, il y avait la précision, il y avait ce pédigré pugilistique, il y avait l'émotion, il y a les retournements de situation, il y a tout. Il y a tout. Et malheureusement, dans ce combat, en fait, il y a tout. Il y a tout, même jusque dans la folie de ce que le sport de combat peut te proposer. Finalement, Bogolota 2 est un indépassable. Pourquoi c'est un combat indépassable? Parce que c'est le combat dont on n'aura jamais fini de parler ou de réfléchir sur. Voilà, c'est extrêmement important. C'est un grand moment de boxe qui se passe, mais c'est un grand moment, mais aussi un grand moment triste. C'est un grand moment pathétique. Pourquoi? Parce que c'est la fin de Riddick Bowe. C'est la fin de Riddick Bowe. Il ne peut plus. Même sans les blessures occasionnées par les coups bas, on a vu que Riddick Bowe n'était plus Riddick Bowe. Et que donc, un des meilleurs de sa génération et de sa catégorie, all time, finalement, n'aura pas eu du tout la carrière qu'on pensait de lui. Puisque Riddick Bowe, quand il arrive contre Holyfield n'est qu'une étape pour des choses encore plus grandes pour le futur. Et en fait, Holyfield sera son grand adversaire. Et heureusement pour lui, il aura quand même sa grande trilogie face à lui. Mais on attendait, vous le savez très bien, d'autres combats. On le voyait pertinemment contre Lennox Lewis. On voyait certainement une grande page de l'histoire des poids lourds entre ces deux personnages. Voilà. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et à l'époque aussi, ils chassaient tous Mike Tyson. Le Mike Tyson, ils le chassaient tous. Mais lui aussi, il ne l'aura pas. C'est incroyable à penser comment 1996 a été un nœud, vous savez, comme un nœud coulissant, et que si on défait le nœud, de 1996, les destins ont été complètement différents, et les cartes ont été totalement remaniées pour Riddick Bowe, pour Holyfield, pour Tyson, pour Lennox Lewis aussi quelque part. Ça prendra un peu plus de temps à se décanter pour lui, mais ça vient de là aussi, et puis aussi pour la boxe française, qui déploie ses ailes comme jamais, ça vient de là. Ça vient de 1996. Ça m'a fait tellement plaisir de parler de cette année avec vous. C'était la nouvelle vidéo Fleuve du Capitaine Crochet 1996, l'année de la boxe, il y a 25 ans de cela,
la boxe était à son firmament et la boxe a pris des chemins différents. Merci énormément pour votre soutien. Merci énormément pour tout ce que vous faites pour ces années de la boxe qui s'accumulent au fur et à mesure du temps. Merci encore à vous et on se rejoint bientôt pour d'autres aventures boxe. Allez, portez-vous bien. Boom!